Eh bien, merci de participer à ce premier temps de webinaire dédié à l'observation et la recherche en Nouvelle-Aquitaine. Alors, c'est un temps qui donc s'inscrit dans le mois de l'ESS 2020 et qui est un temps nouveau que on a souhaité mettre en place en tant que CRES pour mettre en avant ces questions, ces recherches, ces documents, ces études qui sont produites par la CRES et partenaires divers et variés, et donc les mettre en avant dans un événement dédié. Sachant que ce webinaire n'est pas seul, il s'accompagne d'une publication qui reprendra toutes ces thématiques, qui a pris un peu de retard à cause de la crise sanitaire et du Covid, mais qui devrait être publiée avant les vacances de Noël vers début décembre. Donc vous trouverez toutes les informations qui vous seront présentées aujourd'hui, et même un peu plus, parce qu'effectivement, on ne peut pas tout présenter dans le temps qui nous est imparti. Donc, avant de commencer, du coup, il y a quelques règles de fonctionnement. Tout d'abord, pour le confort de tous, merci de couper vos micros et caméras pour conserver la bande passante et pour la lisibilité de la présentation. On a la possibilité de les couper si besoin. Et du coup, j'en profite pour saluer Florian Barès qui est là et qui sera aujourd'hui à la technique, voilà, qui fait coucou, et qui sera aujourd'hui à la technique et au relais de l'animation. Pour interagir ou poser des questions, vous pouvez utiliser soit le chat de Zoom, soit le Framapad dédié qui est accessible à cette adresse qui s'affiche sur votre écran. Vous pouvez y indiquer des ressources, des remarques, voire même des questions. Et après chaque présentation, on fera un temps de retour et éventuellement de questions s'il y en a pour y répondre et pour rebondir dans la foulée. Voilà, donc je vous laisse le temps de noter l'adresse. Éventuellement, Florian, si tu peux le coller dans le chat pour que ce soit plus accessible. C'est fait. Parfait, merci beaucoup. Alors, le déroulé d'aujourd'hui. Alors, aujourd'hui, nous allons vous présenter des éléments sur l'évolution de l'emploi en Nouvelle-Aquitaine sur les 10 dernières années, issus des travaux de la CRES Nouvelle-Aquitaine. Un retour sur les travaux du mouvement associatif sur l'impact de la crise sanitaire sur les associations, présenté par Pierre-Yves Boutin, donc président du mouvement associatif Nouvelle-Aquitaine. Et pour finir, nous aurons une présentation de Yannick Lang de Chrysalide sur les monnaies locales, levier du développement territorial et des transitions. Donc tout ça dans un temps qui durera à peu près 1h20, 1h30 en fonction du volume des questions. Sachant que cette présentation est enregistrée et que vous pourriez la reconsulter par la suite. Éventuellement, ceux qui n'ont pas pu être là pourront reconsulter tout ça pour vivre le webinaire. Alors, l'interactivité en moins, mais toutes les informations seront librement accessibles. Voilà, ceci étant dit, du coup, on peut commencer à la première partie sur l'évolution de l'emploi en Nouvelle-Aquitaine. Alors, c'est quelque chose qui n'avait encore jamais été fait à cette échelle-là en Nouvelle-Aquitaine. Et l'idée était qu'on a trouvé pertinent de mettre ça en avant pour avoir une visualisation de quelles sont les dynamiques de l'emploi ESS, comment ça a évolué ces dernières années. Et dans un prochain webinaire, on s'attaquera à début 2010, l'évolution d'un temps de crise, quel impact du confinement sur les familles, sur les secteurs d'activité de l'ESS. Mais avant ça, ça paraissait important de faire un pont sur le passé et sur les dynamiques sous-jacentes avant de s'attaquer à l'actualité la plus récente. Le travail que je vais vous présenter est issu des données URSSAF. Donc les données URSSAF qui permettent d'identifier les gains et les pertes d'emploi, les créations et les disparitions d'établissements. Ces données n'intègrent que les employeurs payant leurs cotisations à l'URSSAF, donc ça exclut de fait certaines activités comme les administrations publiques, la santé non marchande,
ou encore la grande majorité des activités agricoles qui sont dépendantes de la MSA, la Mutualité sociale agricole. Pour autant, on estime par regroupement avec nos autres ressources que les données URSSAF couvrent grosso modo 80% des effectifs ESS. Donc, on a quand même une vision assez intéressante de tout ce qui est hors agricole. Ce sont des données brutes qui ne sont pas corrigées des variations saisonnières, c'est-à-dire qu'on ne peut pas comparer l'évolution au fil des mois. Par contre, on compare en glissement, c'est-à-dire qu'on compare un trimestre au même trimestre de l'année d'avant. Ça nous permet de voir l'évolution de l'emploi et des établissements par glissement qu'on appelle glissement annuel. Donc, on va commencer par les grandes tendances nationales et régionales. Donc, sur toute la période des 10 ans, on note sur tous les territoires une baisse globale des établissements de l'ESS, qui est un petit peu plus marquée en Nouvelle-Aquitaine, mais c'est un phénomène qui touche toutes les régions de France métropolitaine, à l'exception de l'Île-de-France qui a une légère augmentation et de la Bretagne qui a une très légère stagnation, voire très légère baisse. On retrouve vraiment cette dynamique de baisse des établissements sur tous les territoires. Inversement, sur toute cette période, l'ESS a créé de l'emploi en France avec une augmentation des effectifs de plus de 4%, ce qui fait plus de 66 000 emplois à l'échelle nationale. Le territoire néo-aquitain est très bien situé dans le classement des régions, si on peut l'appeler comme ça, parce que la Nouvelle-Aquitaine se situe au 3e rang des régions de France métropolitaine, avec une augmentation de 4,8%, soit plus de 8 700 salariés. Donc les deux régions qui ont créé le plus d'emplois, c'est celles que j'ai déjà citées, qui sont un petit peu atypiques, c'est l'Île-de-France, difficilement comparable de par la place que ça a dans le paysage français, et la Bretagne, qui est un territoire fortement moteur en termes d'ESS. Mais donc, sur les régions auxquelles on se compare habituellement, l'ESS est même devant des territoires comme le Centre, Pays de la Loire, Occitanie, voire Normandie. Mais toutes les régions de France ne sont pas en augmentation en solde net sur ces 10 ans. On peut citer Centre Val de Loire, Bourgogne, Franche-Comté, la Normandie ou encore Sud PACA qui a noté des baisses d'effectifs salariés entre 2010 et 2019. Pour faciliter la compréhension, nous nous sommes basés sur les nouvelles régions telles que définies et mises en place en 2016. Pour autant, il y a une bonne partie de la période qui n'est pas couverte. Donc, lorsqu'on a travaillé ça à la CRES, on a trouvé ça intéressant de reconstituer les anciennes régions pour voir quelles sont les dynamiques qui étaient à l'œuvre avant la fusion et voir comment ça se projette après la fusion. Donc là, sur les 10 ans, on voit que l'Aquitaine est un petit peu le moteur de l'emploi, et en tout cas, c'est là où il y a le plus d'emplois créés sur ces 10 dernières années, avec plus de 8 000 emplois créés, et une croissance que vous voyez sur la courbe en orange, c'est la courbe d'en haut, une croissance quasi constante de 2010 à 2019. Après, on a le Poitou-Charentes qui crée sur la période plus de 1400 emplois. Donc là, on voit que après une période de croissance, ça a tendance à stagner à partir de 2014. Et la fusion n'a pas forcément impacté cette dynamique. On est encore sur une courbe plate de 2017 à 2019, avec une petite reprise en 2019. Et le Limousin, qui est dans une dynamique de recul des effectifs depuis 2014 environ, mais qui est particulièrement marqué à partir de 2016 et en 2017-2018. L'idée d'aujourd'hui, c'est de vous donner ces tendances pour faire réfléchir en tant qu'outil d'aide à la décision. Sur l'analyse, ça sera plus présent dans le document.
qui nous permettra de mieux détailler ça, notamment ce qu'il en est de la baisse par rapport au Limousin. Si on s'intéresse aux départements, on voit qu'il y a certains départements qui sont très fortement créateurs, certains beaucoup moins. Donc, je vous ai mis là l'évolution en pourcentage des effectifs, qui est l'avant-dernière colonne, le solde net dans la dernière colonne et les tendances d'évolution par période de 3 ans, pour découper toute la période en trois secteurs. Et donc, on voit des typologies de départements qui se détachent. On a tout d'abord les départements qui sont en augmentation relativement constante sur la période, avec en tête la Gironde qui augmente tout le temps et assez fortement, les Deux-Sèvres qui augmentent aussi pas mal, et les Pyrénées-Atlantiques qui sont moins créateurs en pourcentage, mais qui sont constants sur la période. On peut citer aussi les Landes, territoires plus petits, mais qui ont créé sur la période de façon constante beaucoup d'emplois ESS. On a ensuite des départements qui sont stables ou en légère baisse depuis 2013. On a les deux Charentes, auxquelles on peut rajouter la Vienne et la Haute-Vienne, qui sont assez stables. Et enfin, les départements qui sont en baisse ou en stagnation sur toute la période, on a la Dordogne, Creuse, Corrèze, avec pas la Palme, mais on peut noter le Lot-et-Garonne qui subit une baisse marquée et constante des effectifs depuis 2010. Donc on voit vraiment des dynamiques territoriales fortes au niveau des départements qui sont visibles, avec des écarts qui sont assez conséquents entre la Gironde qui crée plus de 7000 emplois et le Lot-et-Garonne qui en perd sur la même période plus de 1000. Pareil, sur ça, vous trouverez les détails dans le document publié d'ici peu. Au niveau des familles, donc on a repris les 4 familles traditionnelles, associations, coopératives, mutuelles et fondations, pour voir comment ça se comportait au fil du temps. Globalement, on peut noter que, à l'exception des coopératives qui sont en légère baisse, toutes les familles de l'ESS sont en augmentation, d'autant plus les associations. Alors, les associations, c'est un petit pourcentage, mais gros volume, parce que plus des 3/4 des salariés de l'ESS en Nouvelle-Aquitaine sont dans des associations. Donc, forcément, on retrouve cet effet-là, avec un phénomène de perte d'établissement assez marqué. Au niveau des coopératives, là, on voit qu'il y a une baisse tant en établissement qu'en effectif. C'est à nuancer parce que tous les secteurs coopératifs ne sont pas impactés de la même façon. Par exemple, les baisses d'effectifs des coopératives sont principalement liées aux évolutions à la baisse des coopératives de commerce et des banques coopératives qui ont réduit leurs effectifs. Mais on retrouve aussi des catégories de coopératives qui ont créé de l'emploi, par exemple celles qui sont dans des activités juridiques, de conseil et d'ingénierie, donc qui sont souvent des scopes d'ailleurs. Donc on peut considérer que dans ce panorama des coopératives qui peut sembler complètement négatif, il y a quand même des coopératives, et notamment les scopes, qui tirent leurs épingles du jeu et qui continuent à créer de l'emploi sur le territoire néo-aquitain. Au niveau des mutuelles, ce qui saute aux yeux, c'est la forte augmentation des mutuelles, des établissements mutualistes. Ce n'est pas étalé dans le temps, ça s'est principalement déroulé entre 2010 et 2013, avec même un léger mouvement de recul à partir de 2016. Donc, après une grosse augmentation, ça s'est stabilisé. Contrairement aux établissements, les effectifs, eux, sont en progression constante sur la période. Donc, c'est
dans le graphique, c'est le trait vert le plus haut qui monte tout le temps, indépendamment de ce qui se passe. C'est toujours en progression. Et pour finir, l'augmentation des établissements effectifs liés aux fondations est constante sur la période. Rien qui se dégage particulièrement, avec une légère accélération à partir de 2018 qui sera confirmée, voir comment ça se déroule en 2020. Donc, si vous voyez la courbe que je vous ai mise, c'est une courbe en base 100 qui compare les évolutions en pourcentage. On a les mutuelles en vert qui tout en haut qui montent. Après, on a les fondations en rouge-rose. Et on voit les associations en jaune qui stagnent depuis 2014 et les coopératives qui sont stagnantes, mis en baisse, enfin, qui sont stables jusqu'en 2018 et qui ont une petite baisse en 2018. Donc, c'est des dynamiques qui semblent assez peu liées aux mécanismes globaux qui ont touché tous les secteurs économiques. Par exemple, les crises, les évolutions ou autres sont des évolutions qui semblent être assez constantes dans le temps pour toutes les familles de l'ESS. Pour finir, je voulais vous faire un petit point sur les secteurs d'activité parce que, indépendamment que ce soit des associations, des coopératives, des mutuelles, derrière tout ça, l'idée derrière l'ESS, c'est de répondre à des besoins et d'apporter des activités utiles. Le point par secteur d'activité est important parce qu'on voit vraiment des dynamiques qui se dégagent. Je vous ai mis les éléments les plus saillants, ceux qui ressortent le plus. Vous retrouverez évidemment le détail dans la publication globale, mais là, je vous ai mis ceux qui font le plus réfléchir et qui paraissent intéressants. On a les secteurs les plus créateurs d'emplois, donc tout ce qui est lié à l'hébergement médico-social qui a fortement augmenté. La santé, alors santé qui est répartie entre une partie associative et une partie mutualiste. L'action sociale, pareil, répartie entre associations et mutuelles. Et les activités financières et d'assurance. Et les activités sportives. C'est intéressant déjà à voir sur la dynamique des 10 ans, mais ça sera à garder en tête pour voir comment ça évolue par rapport à la période du Covid, parce que les premiers éléments tendent à montrer que tout ce qui est activité sportive est mis à mal tout le début 2020 et même jusqu'à la fin 2020. Après, il y a des secteurs qui sont potentiellement plus stables, comme les activités financières et d'assurance, qui sont moins dépendantes de la crise, enfin qui sont moins impactées, on peut le supposer, par la crise sanitaire. Dans les secteurs qui sont identifiés comme en difficulté, il y a l'aide à domicile, qui est en baisse constante sur toute la période. Les activités culturelles, alors qui ne correspondent pas à la culture au sens large, c'est un effet de nomenclature dans les données INSEE qui a rangé, qui a séparé différentes activités culturelles, mais ceci étant dit, ça donne quand même une tendance sur le secteur culturel, même si ça ne le représente pas en totalité. Et l'hébergement et la restauration qui étaient déjà en difficulté avant la crise et qui du coup on retrouvera encore plus en difficulté lorsqu'on se penchera sur les données 2020. Donc voilà les secteurs, les tendances des secteurs d'activité. Alors, ce n'est pas vraiment une spécificité néo-aquitaine ou ni des anciennes régions. Au niveau national, on retrouve en gros, à part quelques spécificités par-ci par-là, mais on retrouve vraiment les mêmes secteurs à la fois en expansion et à la fois en difficulté. On retrouve donc une région qui s'inscrit dans la dynamique du ESS globale, nationale, bien sûr de la France métropolitaine, parce qu'il est difficile de comparer avec les régions d'outre-mer qui sont sur des dynamiques de structuration de l'ESS différentes, mais en tout cas,
La Nouvelle-Aquitaine s'inscrit en tête des régions métropolitaines en termes de SS et dans les dynamiques d'évolution qui sont assez similaires. Voilà pour faire une petite présentation assez synthétique. J'ai essayé de ne pas vous assommer trop avec des chiffres. Vous avez la possibilité de mettre des questions. Question, Mathieu. Du coup, la première question qui nous demande les activités culturelles, est-ce que c'est la somme de quel code NAF? C'est une question pointue. J'ai le secteur, enfin, du coup, question de technicien, ça correspond au secteur A26 dans le tableau, qui recouvre pas toute la culture parce qu'il y a aussi le code activité récréative qui couvre une partie du champ culturel. Donc, voilà. Après, on pourra faire un focus plus précis, d'autant plus qu'il y a un travail engagé entre l'Agence culturelle de Nouvelle-Aquitaine et la CRES pour travailler sur ESS et culture. Donc, il y aura un point plus spécifique, alors pas forcément sur leur staff, mais il y aura des travaux à venir sur les liens entre ESS et culture. Ouais, après, je n'ai pas plus le détail au-delà du fait que ce soit le A26 dans la nomenclature 9, mais on pourra éventuellement en reparler dans le cadre des travaux CRES Agence culturelle. Voilà, tu avais une autre question, Florian? Une question, mais sur laquelle tu as déjà répondu. On avait une question sur savoir si les chiffres ne concernaient que les salariés ou s'ils prenaient aussi en compte les bénévoles. Mais comme on l'a vu, tu parles essentiellement des salariés du monde associatif. Oui, alors c'est effectivement, mais même plus globalement, c'est un choix qui a été fait par les CRES il y a fort longtemps de se focaliser sur la sphère des salariés. Et là, encore plus, parce qu'on part des cotisations URSSAF, donc qui sont automatiquement salariés, mais globalement, toutes les données qu'on annonce, que ce soit les 230 000 emplois, vous connaissez les données, on est en tant que CRES spécialisé sur vraiment l'emploi salarié. Et même s'il arrive des fois de communiquer sur le bénévolat, ce n'est pas notre cœur de métier. C'est un choix qui a été fait il y a longtemps de se focaliser sur les salariés. Après, on a certains réseaux et partenaires qui sont beaucoup plus pertinents et beaucoup plus équipés que nous pour s'occuper des questions de bénévolat, notamment le mouvement associatif qui est beaucoup plus en pointe sur ces questions-là. Donc, tu as une précision sur la question de donc, combien d'emplois ESS, quel pourcentage de l'emploi salarié cela a-t-il augmenté depuis 2010? Combien d'emplois salariés en 2019? Eh ben je peux vous donner tous ceux qui sont dans ces données-là, mais qui ne seront pas comparables avec les données 2015 et quelques qu'on communiquait avant, parce qu'il manque toute la sphère agricole. Je peux vous donner le total si vous voulez, mais ça ne sera pas comparé aux données d'avant parce qu'il en manque un bout. Et c'est... on a du coup en 2019 plus de 189, pardon, j'arrive pas à le prononcer, 189 400 salariés. Du coup, il est difficile de comparer à ce qu'on avait avant, car donc le secteur agricole qui, mine de rien, est quand même assez présent dans l'ESS, ce qui est dans le fait de faire pousser, de créer des ressources, mais également toute la transformation et l'alimentation.
Le problème des données URSAF, c'est qu'on peut définir des tendances et voir comment ça évolue. Après, c'est dur de comparer avec les données de référence qui font référence. Une autre question, est-ce qu'on a des éléments qui expliquent la forte baisse en Lot-et-Garonne? Oui et non. Il y a tout un travail de diagnostic territorial qui est engagé, qui est mené en partenariat avec le conseil départemental. Donc, je n'ai pas le résultat sous les yeux, mais il y a des faisceaux d'indices sur pourquoi cette baisse-là. Alors, je pourrais pas vous les communiquer à l'heure actuelle parce que pour le moment, on est encore au stade d'échanger avec la collectivité sur le résultat de ce diagnostic, mais il y a un travail qui est engagé, en tout cas, sur le Lot-et-Garonne. Et dès qu'on aura terminé ce travail-là, on fera un nouveau webinaire pour vous communiquer tous les éléments qui sont liés à ce diagnostic. Voilà. Et du coup, on va essayer aussi si on n'a pas le temps de répondre à toutes les questions, on vous enverra un mail avec les réponses plus complètes et plus une fois qu'on aura eu le temps de regarder aussi nos sources et nos données. Voilà. Donc une dernière question peut-être avant de passer à notre prochaine intervention. Donc une question qui nous pose, est-ce que le document dont tu as parlé en tout début donnera-t-il des éléments sur le taux d'encadrement, les niveaux de rémunération, l'évolution de ces rémunérations et l'écart entre les rémunérations? Alors oui et non. Oui, parce qu'il y aura une petite partie sur l'évolution des rémunérations, sur les masses salariales globales. Après, non, parce que toutes les questions très pointues de taux d'encadrement, d'écart entre les salaires, etc., on n'a pas accès à ce genre de données-là. On a les masses salariales, par exemple, de l'hébergement médico-social, de la santé, enfin de tous les secteurs d'activité. Mais on n'a pas plus que ça. Ce qu'on pourra comparer, c'est les écarts de rémunération entre secteurs, par exemple. Mais à l'intérieur de ces secteurs, on n'aura pas les détails pour vraiment aller fouiller ça. L'idée derrière tout ça, c'est idéalement de travailler en partenariat avec l'URSSAF pour pouvoir exploiter au plus profond ces données-là pour aller vraiment travailler ça. Mais la plupart des données demandées par la question ne nous sont pas accessibles parce qu'elles sont soit pas dans la donnée publique, soit pas à notre disposition. Donc, on ne pourra pas difficilement aller sur ces questions-là. La dernière question, est-ce qu'il y a des éléments sur ces questions-là qui sont dans le nouvel atlas publié par nos collègues du CNCRES? Oui, il y a des éléments que vous retrouverez après qui sont beaucoup moins focus sur les territoires néo-aquitains, mais il y a certains éléments que vous retrouverez dans l'atlas, et notamment les questions de volume d'emploi seront dans l'atlas. Globalement, je vous invite, si ces questions d'ESS et d'évolution et de connaissance de l'ESS vous intéressent, je vous invite à vous procurer l'atlas de toutes les façons parce que ça sort tous les 2-3 ans. C'est le document qui reprend tous les éléments qu'on connaît et également un gros travail de chercheurs sur l'économie sociale et solidaire. Donc le CNCRES et maintenant ESS France fait un gros travail de réflexion, d'agrégation et de mise en commun d'éléments liés à l'ESS. Donc je ne sais pas quels éléments vous recherchez dedans, mais en tout cas, c'est le document qui reprend le mieux les éléments de l'ESS. Et si vous êtes en tant soit peu intéressé par ces questions-là, je vous invite à vous procurer un atlas. Et oui, et du coup, avant de passer à la deuxième présentation, pour rebondir sur ce que disait Florian, c'est un événement, le webinaire et la publication qu'on souhaite pérenniser. Donc,
2 fois par an. Donc, effectivement, s'il ressort des éléments, que ce soit sur le Lot-et-Garonne ou sur quelques autres thématiques, on en reparlera lors des prochains webinaires qui devraient être organisés en mai-juin. S'il vous revient des questions, n'hésitez pas à les mettre et on y répondra par la suite. Alors, pas en direct live, mais on pourra en répondre soit en hébergeant sur notre site internet, soit par mail directement. Et donc, on continue notre après-midi avec donc une intervention du mouvement associatif Nouvelle-Aquitaine, représenté par Pierre-Yves Boutin. Donc, le mouvement associatif qui a fait un gros travail d'enquête et de réflexion sur l'impact de la crise sanitaire et du confinement, avec plusieurs vagues d'enquêtes qui se sont étalées sur le début d'année. Et donc, qui ont un des travaux les plus aboutis sur l'impact en termes de salariat et de bénévolat. Ils ont la particularité d'être aussi experts sur le bénévolat. Et du coup, je laisse la parole à Pierre-Yves et je coupe mon PowerPoint pour diffuser l'autre. Voilà, bonjour à tous. Voilà. OK. Donc, bonjour à tous. Je vais vous présenter le travail du mouvement associatif, le travail d'enquête du mouvement associatif qui a été diligenté au moment de la première vague de Covid, hein, puisqu'on est obligé de parler comme cela maintenant. C'est une enquête nationale, plus exactement 2 enquêtes qui ont été diligentées, une en mars-avril et une en mai-juin. Ces enquêtes ayant la particularité de pouvoir être déclinées en régions, ce qui fait que je vais vous présenter des chiffres de Nouvelle-Aquitaine. Cette enquête a été réalisée de façon partenariale, hein, je mérite de citer les partenaires, hein, le Réseau national des maisons des associations, Recherche et Solidarité, et la GEBVA en partenariat avec CNEA et France Générosité. La première enquête, l'enquête numéro 1, mars-avril 2020, donc des débuts de crise, si je puis dire, 16 175 répondants au niveau national, dont 2 199 en Nouvelle-Aquitaine. Nous étions les premiers de la classe en Nouvelle-Aquitaine en tant que répondants à cette enquête. Et une enquête numéro 2, plus de répondants au niveau national, plus de 20 000, un tassement en Nouvelle-Aquitaine, puisque 1166 associations ont répondu. Donc, cette présentation concerne les résultats de cette seconde enquête. Mathieu, si tu veux bien. Donc, à partir des 1166 réponses exprimées par des responsables associatifs entre le 14 mai et le 15 juin, donc juste avant à une époque où les associations étaient encore dans la perspective d'une reprise d'activité en septembre, et pour un certain nombre d'entre elles se plongeaient dans ce qu'elles allaient pouvoir faire de l'été avec toutes les difficultés qu'elles ont pu connaître. Donc, un échantillon régional d'associations, toute taille, tout secteur, et puis une méthode de traitement classique, méthode des quotas, avec des variables liées au secteur d'activité ou au budget. Avec une présentation des résultats liés aux descriptions du paysage associatif français, qui ne correspondent pas du tout à ce qu'on a pu voir tout à l'heure, à des codes NAF, ce qui fait que nous aussi, on ne s'y retrouve pas bien quand on voit des lignes où on traite de l'emploi sur les questions d'hébergement et restauration. On suppose que le tourisme social est dedans, mais pas que. C'est une vraie complication pour cette observation. Mathieu, s'il te plaît. Alors, bilan, c'est le bilan de la période de confinement, la première période. Alors, tout d'abord, par rapport à l'activité,
on a constaté que 2/3 des associations en moyenne étaient à l'arrêt, avec un maintien limité à moins de 20% de l'activité. Donc, vous voyez en détail, globalement, c'est l'activité s'arrête. Pour ce qui concerne les événements sont arrêtés. Tout ce qui peut être très lourd impact, bien sûr, sur le secteur culturel, mais également pour le secteur sportif. S'il te plaît. Voilà. Alors, nous, une approche par rapport au bénévolat. Alors, le camembert est très parlant. 90% des associations ont déclaré avoir des problèmes avec leurs équipes de bénévoles. 10% seulement n'ont pas rencontré de difficultés, mais bon, ça mérite de s'intéresser au graphique à côté sur les types de difficultés, où étaient les difficultés pour les bénévoles ou dans la relation bénévole. Alors là, on peut la décrire. Le plus gros, c'est les structures avec lesquelles l'association était en lien ne fonctionnait plus. Donc, l'activité, plus rien à faire. La perte de contact avec des bénévoles, ça reste très important. Donc, on imagine les chantiers à mener à partir de ces éléments-là. Tout simplement, les autorisations de sortie qui ne permettaient pas de continuer son activité. Les modifications de mission. Et puis, à un moindre niveau, des difficultés techniques et les hésitations liées aux relations à distance, mais ça peut-être rejoindre aussi le deuxième point sur la perte de contact, qui est lié simplement à une question d'outils. Voilà. Les personnes à risque aussi, un élément important. Beaucoup d'associations, notamment dans le domaine caritatif, énormément de personnes plus âgées, de seniors fragiles qui se sont retirés des activités et il a fallu aller rechercher de nouveaux bénévoles dans une période où l'activité a du coup était intense, bien sûr. Impact économique et financier. La majorité des associations, 53%, ont eu un impact négatif, bien sûr, sur leurs ressources. L'activité s'arrêtant, une partie des recettes, bien sûr, tombe. Des associations, à cette époque-là, n'avaient encore aucun impact sur leurs finances. À voir si une prochaine enquête nous le montre, mais c'est vraisemblable. Une petite partie des associations a maintenu ses ressources et finalement se portait pas trop mal puisqu'ils avaient moins de dépenses liées à une activité qui était en berne, mais bon, 12% seulement. Et puis, une autre partie des associations considérait 20%, plus de 20%, qu'il était trop tôt encore pour répondre à cette question. Si on regarde la partie droite de la diapositive, la perte de revenus, bien sûr, 29% des associations déclarent avoir perdu des revenus. 25% une perte de revenus, mais liée aux cotisations. Certaines associations ont dû parfois même rembourser des parties de cotisations pour des activités qu'elles n'ont plus proposées à leurs adhérents. Et pour 20%, une perte de revenus d'activité totale, compte tenu du mode d'intervention de l'association. Et puis après, des dépenses engagées pour des activités qui ont été annulées, des baisses de financement de la part d'entreprises partenaires, une augmentation des coûts générés par la gestion de la crise, alors les masques, le gel et autres. La perte de subventions publiques, certaines collectivités n'ont pas soutenu le secteur associatif et c'est peut-être pas tout à fait terminé avec les prorata qui vont se mettre en place pour financer des soldes de subventions, baisse de financement de la part des fondations et puis l'annulation de commandes publiques. Donc, perte de ressources très significative pour les associations.
ces pertes de ressources, forcément, entraîné des difficultés de trésorerie. Et là, c'est une comparaison entre les deux enquêtes. Le nombre, comparant dans le tableau de gauche, le nombre de mois d'exploitation couverts par la trésorerie. Hein. Donc, on voit qu'après la première enquête, l'enquête bleue, des résultats qui sont sensiblement différents après l'enquête 2. Et ce qui est à noter, c'est que 16% des associations ont moins de 3 mois de trésorerie devant elles, ce qui fait que ça repose la question des fonds propres pour les associations, celle-ci étant bien sûr fragilisée en période de crise, et que ce travail sur les fonds propres est particulièrement important. Il serait intéressant qu'on puisse continuer les travaux engagés. Alors, je peux répondre tout de suite à Yannick. Ce sont des résultats, c'est une enquête, ce sont des enquêtes nationales, mais les résultats présentés sont des résultats de Nouvelle-Aquitaine, puisqu'il y a eu une extraction auprès de 1166 associations ayant répondu en Nouvelle-Aquitaine à la deuxième enquête en mai-juin. Le deuxième tableau, c'est une projection par rapport à l'exécution du prévisionnel, où une grande partie, un quart des associations ne sait pas, 7% ne répondent pas, et puis vous voyez la baisse des chiffres d'affaires entre guillemets, avec les réponses proportionnelles des associations. On voit que, pour lire le tableau, 19% des associations pensent avoir exécuté leur budget de 80 à 100%. Mais 7% pensent exécuter seulement moins de 20% de leur budget, donc des baisses considérables. Et puis, apparaissent déjà à ce moment-là un risque de dépôt de bilan envisagé pour 1% des répondants. Je vous rappelle, pour se donner une idée du volume, 1166 en Nouvelle-Aquitaine, donc déjà une bonne dizaine d'associations pensaient avoir des risques de dépôt de bilan. Donc un impact très sévère sur les trésoreries et sur les budgets de manière globale. Mathieu, voilà. Alors, un regard particulier sur les dons aux associations. Des dons en hausse pour 24% des associations. Pour 13% des associations, un volume égal, et une baisse pour un tiers des associations. Pour ce qui concerne les particuliers, pour ce qui concerne les entreprises, les dons d'entreprise, 1% en augmentation, le même volume pour 9% des associations et 23% de baisse de dons venant des entreprises. Donc, globalement, une baisse importante des dons qui viennent ajouter aux pertes de résultats, de chiffre d'affaires liés à l'activité, à l'organisation d'événements. Donc, c'est la double peine, la triple peine, si je puis dire. Devant les difficultés, bien sûr, les pouvoirs publics de tout niveau ont mis en place des plans d'aide. On constate que ces plans d'aide ont été assez peu mobilisés, au mois de juin. Seulement 15% des associations ont activé ces solutions financières. C'est très faible. 6, pas encore, mais c'est prévu. 4 ont déposé des demandes sans succès. On verra tout à l'heure un peu plus en détail les difficultés rencontrées. 14% n'ont pas eu accès à l'information.
pour 30%, plus de 30%, ces aides ne correspondaient pas à leurs besoins. 28%, plus optimiste, pour elles, cela n'a pas été nécessaire. Bon, un peu de nos réponses également. Donc, pour une bonne partie des associations, ça a été quand même compliqué d'activer ces aides. Si d'abord des aides qui ne correspondent pas et des aides méconnues, et puis une attente de réponse. Mathieu, voilà. Alors, quelles aides ont été activées? Principalement le fonds de solidarité. Alors là, on a deux lignes. On a des aides nationales et des aides de Nouvelle-Aquitaine. Pardon, je m'exprime mal. Des aides. La ligne rouge correspond à la réponse au traitement national de l'enquête. La ligne bleue correspond au traitement en Nouvelle-Aquitaine. On voit qu'il y a des petites différences. Donc, fonds de solidarité pour 39% des associations ayant bénéficié d'aide. Les délais de paiement d'échéance sociale ou fiscale pour 35%. Les aides du département, 27% ont activé les aides départementales. Des aides de la région, 24%. Des aides de la commune, 17%. Le report des activités financées sur l'année budgétaire 2020, 12% d'associations ont pu reporter l'activité. Le prêt garanti par l'État, 6%. Des solutions trouvées avec la banque, 3%. Pour les principales aides, et une très très grande frilosité des associations à entrer dans des dispositifs d'emprunt. C'est pas dans la culture d'une large partie du monde associatif, et puis devant l'incertitude à retrouver des chiffres d'affaires et de ressources, les associations ont plutôt eu tendance à faire le dos rond, à épuiser leur trésorerie autant que possible. En revanche, elles ont activé des aides plutôt sur type de subvention. Ce qui est à noter, c'est que 24% des associations ont bénéficié des aides de la région, ce qui correspond à 6 points de plus que le traitement national de l'opération, et 27% des départements. Donc, on pourrait imaginer qu'il y ait une mobilisation plus importante dans les départements de Nouvelle-Aquitaine et en région elle-même, puisqu'elle a permis à davantage d'associations de les mobiliser. Mathieu. Alors, les difficultés dans la mise en place des solutions, lesquelles? Alors, 34% des associations n'ont pas vraiment rencontré de difficultés et 61% ont rencontré des difficultés dans la mise en place des solutions proposées par les pouvoirs publics. Quelles difficultés? Lourdeur des démarches, 30%. Conditions peu adaptées au statut associatif, 23%. Sentiment de solitude, 21% dans ces démarches. La question de l'accompagnement est posée. Difficulté à joindre les services concernés, à communiquer, 18%, et des délais de réponse trop longs, 18%. Donc, énormément de difficultés mises en avant, et on pourrait rajouter ce que l'on a vu tout à l'heure sur un tableau précédent, le nombre important d'associations n'ayant pas repéré ces aides. Donc, les questions de l'accompagnement des associations, alors en temps de crise, mais pas seulement, est quand même largement posée par ces résultats. Et depuis les enquêtes, je vous le disais tout à l'heure, cette enquête, la deuxième, a eu lieu à une époque où les associations se projetaient sur une rentrée qu'elles sentaient peut-être un peu différente d'une rentrée habituelle, mais tout de même, il y avait une dimension positive, on se projetait vers une rentrée. Aujourd'hui, on peut constater que deuxième vague Covid oblige, et ce soir, on a des annonces qui ne vont peut-être pas aider le secteur associatif, entre autres, toujours pas de reprise de certains secteurs. Le spectacle vivant, aujourd'hui, est sinistré. Les associations complémentaires de l'école, avec des activités type classe découverte, c'est une saison, une année scolaire blanche.
pour le tourisme social, de larges difficultés, même si les dispositifs d'été ont permis de sauver les meubles parfois dans ce secteur. Des équilibres économiques fragilisés, perte totale de revenus, 27 000 associations en région ont perdu tous leurs revenus d'activité. Effondrement des cotisations, moins 15 à moins 30%, notamment dans le sport et les loisirs. Exemple d'une fédération de sport co, 65 000 licenciés en 2019, aujourd'hui 8 000 licenciés seulement. Donc le secteur sportif, là aujourd'hui, est très, très, très lourdement atteint. Et puis, contraction du mécénat, on a vu que tout à l'heure, les partenariats financiers s'effondraient. Donc aujourd'hui, je ne sais pas si le mouvement associatif va diligenter une autre enquête. Je pense que ce sera nécessaire d'ici quelques temps. Mais on voit que les associations, ce que l'on prédisait, rentrent vraiment dans le dur. Et je pense que les assemblées générales faisant les bilans de l'année 2020 seront particulièrement tristes pour nombre d'associations. Mathieu. Alors, triste, pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, on peut repérer des risques de dépôt de bilan. Donc, 1300, 1400 par extrapolation, association Nouvelle-Aquitaine pourrait être vivre un dépôt de bilan. Un élément qui est nouveau, qui ressort de plus en plus à l'intérieur de nos instances et qu'il faudrait sonder certainement plus précisément, c'est le burn-out des dirigeants associatifs. Énormément de bénévoles aujourd'hui se démobilisent parce que l'activité leur activité est suspendue, il n'y a pas de perspective. Ils sont inquiets aussi pour les plus anciens, pour leur santé. Donc aujourd'hui, on risque d'avoir un problème fort d'engagement bénévole dans les associations. Le risque, le fameux stop and go dont on nous parle aujourd'hui, contribue bien sûr à cet épuisement des dirigeants qui ne savent pas dans quel sens orienter l'action de leur association. Et quand on est organisé autour d'une activité sportive, on ne va pas changer l'activité sportive, on ne va pas changer l'objet de l'association. Il n'y a pas de mobilité de ce type-là. Menace sur l'emploi associatif. Bon, on recoupe, là, on rejoint l'enquête, la présentation de Mathieu tout à l'heure. Il sera intéressant, effectivement, de regarder ce qui se passe sur l'emploi associatif pour cette année 2020 et en 2021. Un employeur associatif sur 3 pense qu'il ne pourra pas maintenir son effectif, notamment dans les petites associations de 1 à 2 salariés. L'ensemble des secteurs sont touchés, le sport, la culture, l'enseignement, l'action sociale, le tourisme social, ainsi que 40% des employeurs de l'éducation populaire, de l'environnement et de l'enseignement, avec une redite. Aujourd'hui, effectivement, les volumes d'activité sont très faibles. Et en dehors des pertes d'emplois, il y a eu un impact énorme aussi sur des emplois qui n'ont pas été créés cet été, tous les emplois de vacataires, alors que ce soit dans le domaine de l'animation ou que ce soit dans le domaine du tourisme social. Et aujourd'hui, on voit par exemple le nombre d'étudiants en grosse difficulté parce qu'ils n'ont pas pu recharger leur porte-monnaie par les petits boulots d'été. Ça va déboucher sur un autre aspect de cette crise. Donc, il faudra que le mouvement associatif continue cette observation, et c'est vrai que l'on continue à travailler sur cet observatoire qui risque d'avoir des conséquences, outre sur l'emploi, bien sûr, outre sur les activités, mais certainement très fortement sur le moral et le moral des citoyens, des Français, plus largement que dans le cercle des bénévoles associatifs, puisque toute la dimension du lien social aujourd'hui est repensée, et on ne mesure pas l'impact de cette crise, c'est certain.
Alors, un petit rappel sur la dernière photo sur ce qu'est aujourd'hui le mouvement associatif de Nouvelle-Aquitaine, 19 coordinations. Alors, ça ne correspond pas au découpage de l'URSSAF. On rappelle le nombre d'associations, le nombre de bénévoles, le nombre d'associations qui fonctionnent qu'avec des bénévoles, 85%. Il n'y a pas que la question de l'emploi, effectivement, comme on le voit dans le monde associatif, mais aussi quand même 10% de l'emploi privé, 160 000 salariés dans la région. C'est pas banal. Donc, merci à vous. Si vous avez quelques questions, j'essaierai d'y répondre et de toute façon, dans l'impossibilité, on complétera, bien sûr, en s'appuyant sur le document dont Mathieu nous a parlé tout à l'heure. Est-ce qu'il y a quelques questions à poser à Pierre-Yves? N'hésitez pas aussi, si au fur et à mesure il y a des questions qui vous viennent, de les poser sur le pad ou dans la discussion. On vous enverra les réponses dans le mail qui suivra la conférence d'ici 2-3 jours. Mathieu? Oui, pardon, j'avais un problème de micro. Oui, alors tout à fait, n'hésitez pas à nous faire suivre vos questions. Donc, on continue avec la participation donc, de Yannick Planck sur les monnaies locales, donc, qui est professeur émérite de l'Université de Bordeaux en sciences économiques et co-responsable et co-porteur de la chaire Chrysalide, qui pourra nous présenter très succinctement par la suite, et qui va nous parler du coup des monnaies locales globalement et avec des exemples présents en Nouvelle-Aquitaine. Voilà, je lui passe l'animation pour qu'il projette son document et il y a une petite vidéo qui permettra d'accompagner la présentation. Oui, bonjour à toutes et à tous. Merci Mathieu. Mais quand je cherche à partager l'écran, il me dit que c'est désactivé, donc je ne peux pas partager. Soit il faut qu'on me donne des droits, soit il faut que tu utilises la solution. Là, ça devrait être bon, ça devrait être bon, on réessaye. Non, je n'y arrive pas. Mais bon, Mathieu a tout ce qu'il faut, je pense. Mathieu, tu as récupéré le PowerPoint ou... Oui, je l'ai. Le temps de partager mon écran, je vais le présenter. Moi, j'arrive. Ah, ça y est, je peux. Ah. Ouais, je viens de te nommer co-animateur. C'est bon. Impec. Ok. Donc, c'est un peu difficile de parler après cette présentation un peu catastrophique du secteur associatif. Est-ce que je peux faire disparaître ça? Là, vous voyez mon écran et vous m'entendez bien? Oui. Oui. Ok, donc, moi, je vais vous parler un petit peu des monnaies locales, où c'est peut-être un peu plus optimiste, si je puis dire. Donc, j'interviens dans le cadre de Chrysalide. Je pense que vous connaissez plus ou moins cette structure, ce centre de ressources sur l'innovation sociale qu'anime Luc Pabeuf depuis 5 ans et qui est en train de finir son activité et qui essaye de naître sous d'autres formes. Donc, dans le cadre du Centre de ressources sur l'innovation sociale Chrysalide, notre souhait, c'était de mettre en relation la communauté des chercheurs et les porteurs d'innovation sociale. C'est dans ce cadre-là que j'ai été amené à rencontrer les animateurs de Euskal Moneta au Pays Basque, qui m'ont un petit peu invité à lancer un projet de recherche sur les monnaies locales. Ce que j'ai fait dans le cadre d'un projet qui porte sur les monnaies locales en Nouvelle-Aquitaine, Molona, qui est accueilli par la Maison des sciences de l'homme d'Aquitaine et qui a été financé pour l'essentiel par le conseil régional de Nouvelle-Aquitaine dans le cadre de ses appels à projets recherche. Alors,
Pour commencer, on va peut-être commencer par un petit film. Comme ça nous changera de discours. Voilà. Bon, c'est un film de 2-3 minutes, mais bon, ça nous reposera après toutes ces séances. Qu'y a-t-il donc de commun entre le King Hour? Par contre, ça partage toujours le PowerPoint dans Ah. l'élément vert en haut. Il faut faire un nouveau partage. Alors, attends. Bon, ben alors, Ils font tous partie de voilà ce que c'est. des outils dont les hommes disposent pour On va peut-être, comme on est un petit peu en retard, parce que je l'avais mis à l'écran, se passer du film. Bon, c'était une tentative, il faut toujours essayer de faire des tentatives. Mais bon, vous avez plein de petits films. Alors, peut-être, je ne sais pas quel est votre degré de connaissance sur les monnaies locales, mais je rappelle quelques éléments de base. Bon, c'est ce qu'on appelle en France, notamment depuis la loi de l'ESS de 2014, des monnaies locales dites complémentaires, donc complémentaires à l'euro. Et la loi de 2014 a donné un statut juridique aux monnaies locales complémentaires. Ce sont par la loi nécessairement des structures de l'ESS qui les coordonnent. Dans la plupart des cas, ce sont des associations. Alors, je m'aperçois que j'ai oublié de vous dire dans ma courte présentation qu'au début, j'ai fait une recherche sur les monnaies locales et puis que de la recherche-action, je suis passé à l'action puisque je suis maintenant un des responsables de la monnaie locale sur Bordeaux qui s'appelle la mienne, Bordeaux et la Gironde. Donc, par la loi, donc, les monnaies locales ne peuvent circuler que sur un territoire délimité. Le plus grand espace en France, ça correspond à la région Normandie, où il y a une seule monnaie locale qui circule, mais ça peut être le cœur d'une ville, ça peut être plus restreint, ça peut être un département, plusieurs différents départements. Donc, pour utiliser cette monnaie locale, il faut adhérer à l'association, et la plupart des associations ont une charte éthique qui affirme un certain nombre de valeurs qui sont souvent liées au développement territorial, à la transition environnementale, à la démarche citoyenne de réappropriation de la monnaie. Et à chaque fois qu'on émet, entre guillemets, une unité de monnaie locale, c'est-à-dire que quelqu'un convertit des euros en monnaie locale, eh bien on place les euros auprès d'une banque éthique. Le plus souvent, c'est la nef ou le crédit coopératif. Donc, l'objectif des monnaies locales, c'est de créer un circuit économique local. Un adhérent particulier va convertir ses euros. Et là, c'est simple, c'est une unité de monnaie locale égale 1 euro. Il va dans un comptoir de change, il donne des euros et il reçoit des billets coupons en monnaie locale. Dans des monnaies qui ont une version numérique, il peut faire un virement bancaire. Là, c'est le cas d'un certain nombre de monnaies. Cet argent, il va être dépensé auprès de prestataires professionnels qui sont à proximité puisqu'ils sont nécessairement sur le territoire. Ces prestataires ont adhéré et accepté la charte, ce qui exclut des prestataires professionnels qui ne respectent pas la charte. Et souvent dans la charte, il y a la nécessité d'avoir le siège social sur le territoire. C'est pour ça que les grandes surfaces commerciales ne sont pas dans nos réseaux. Les prestataires, une fois qu'ils ont reçu la monnaie locale, ils vont le dépenser auprès de leurs fournisseurs ou ils vont rémunérer une partie de leurs salariés avec cette monnaie locale. Et l'idée, c'est que cet argent, ensuite, il va être à nouveau dépensé auprès de prestataires adhérents et comme ça, se mettre en route un circuit local. Bon, au cas où ils n'arrivent pas à dépenser toute la monnaie locale, ce qui est le cas de tous les biocops qui sont quand même des espèces d'aspirateurs de monnaie locale, ils la reconvertissent en euros, mais ils payent une conversion de 2 à 5% du montant. Alors, je vais aborder dans le temps imparti en 3 points. D'abord, vous présenter le cas de la situation en France, ensuite parler plus spécifiquement de notre région, et puis un troisième point qui portera sur une monnaie assez exceptionnelle et exemplaire, qui est le SCO au Pays Basque Nord. Pour ce qui est de la présentation sur les monnaies locales en France, je m'appuie sur un travail qui a été fait par des collègues avec qui on effectue des recherches à Lyon, qui sont Jérôme Blanc, Marie Farr et Oriane Lafuente San Pietro. Et cette recherche, c'est une enquête qui a été faite auprès des monnaies locales en France, fin de l'année dernière, début de cette année, et elle est disponible. Vous avez les références. Plusieurs références seront mises sur le site web de la CRES. Alors,
Ce qu'on peut noter, c'est que les monnaies locales, d'abord, elles sont relativement récentes, puisque la première monnaie locale a été lancée en 2010 dans notre région, puisque c'est l'abeille dans le Lot-et-Garonne qui a été la première monnaie locale, au sens où on l'entend aujourd'hui, tel que je vous ai présenté le fonctionnement des monnaies locales. Il y a eu des tentatives avant, mais maintenant, on a une forme assez stabilisée. Après, ça a démarré un petit peu lentement, puis ça s'est accéléré, peut-être à la faveur de la diffusion du film Demain qui évoquait les monnaies locales. Et on arrive donc aujourd'hui à une situation où, en 2020, on a plus de 80 monnaies locales en circulation. Peu de disparitions, hein, vous voyez en rouge sur le graphique, c'est plutôt des créations, mais on note qu'il y a un petit peu une stabilisation aujourd'hui, hein, puisqu'en 2019, il y a peu de nouveaux, enfin, il y a beaucoup moins de monnaies locales nouvelles qui ont été lancées, et en 2020, ça risque d'être encore moins, et on va vers une période de stabilisation. Alors, si on fait une comparaison internationale, c'est une croissance très rapide de ce type de monnaie alternative par rapport à ce qui a pu se passer dans d'autres pays. Une petite carte pour avoir une idée de là où elles sont implantées. Donc, vous voyez que toute la France n'est pas couverte. Il y a des départements où c'est le grand vide, qu'il y a une forte concentration en Bretagne, dans le sud-ouest, et puis dans le courant, tout Rhône-Alpes et Provence-Alpes-Côte d'Azur, c'est un peu plus... Donc la taille des ronds correspond à la dimension de la monnaie locale, et vous voyez émerger au Pays Basque Nord l'Oshko, sur lequel on reviendra. Alors, les associations qui portent ces monnaies locales, qu'est-ce qu'elles ont comme objectif? On leur a demandé de répondre à un certain nombre d'items possibles. Donc, vous avez sur le graphique le premier item qui sort, vous pouvez choisir trois réponses, c'est résilience territoriale, relocalisation, développement des circuits courts, production biologique. Et si on synthétise un petit peu les réponses, les objectifs des monnaies locales tournent toujours autour de 3 objectifs: le développement économique du territoire, la transition écologique et renforcer le lien social en permettant une réappropriation citoyenne de la monnaie et en sortant la monnaie des circuits bancaires traditionnels. Ces monnaies sont pour l'essentiel des monnaies qui sont faites sous forme de coupons, papier, mais il y a un certain nombre de monnaies qui ont engagé depuis maintenant 3 ans le développement de monnaies numériques. Donc vous voyez ici dans les 82 monnaies locales qui ont été identifiées par l'équipe de Jérôme Blanc, Marie Farr et Oriane, que plus de 80% des monnaies sont uniquement sous forme papier, que quelques-unes sont uniquement sous forme numérique, il y en a un nombre assez limité, dont chez nous, dans la région Nouvelle-Aquitaine, le trèfle, qui est à Périgueux. Et puis, un certain nombre d'entre elles ont à la fois papier et version numérique. Donc, ça fait environ aujourd'hui un peu plus de 15% des monnaies qui ont une version numérique. Mais on en a encore beaucoup qui ont en projet de développer des monnaies numériques, et on devrait, au cours de l'année 2021, avoir à peu près le tiers des monnaies locales qui ont une version numérique, qui est souvent un paiement par smartphone. Alors, ces monnaies locales, elles sont extrêmement disparates. Là, je vous ai donné quelques indicateurs statistiques. Donc, il y a 3 types, ou même 4 types d'indicateurs. Quelle est la masse monétaire de monnaie locale en circulation? Quel est le nombre d'usagers particuliers, le nombre de professionnels, et combien il y a de comptoirs de change? Donc, vous voyez que si on s'intéresse simplement au montant de monnaie locale en circulation, ça varie entre 2000, l'équivalent de 2000 € pour la plus petite, et jusqu'à 1 million en 2018. C'était le SCHO, maintenant on est plus proche de 2 millions. La médiane, puisque la moyenne est tirée par le cas de l'Oshko, c'est à peu près, c'était en 2018 de l'ordre de 18 000 €. Vous voyez que c'est quand même des petites choses. Le nombre d'usagers particuliers, je vais prendre là encore la médiane, c'est-à-dire celle qui partage les monnaies locales en 2 effectifs égaux, c'est-à-dire il y a 50% des monnaies locales qui ont 230 ou moins de 230 adhérents particuliers, et puis évidemment la moitié qui en ont plus. Si on s'intéresse aux professionnels, c'était 76, la moitié des monnaies locales ont moins de 76 professionnels. Donc, une dimension en général quand même assez petite,
et de grandes disparités, puisque si je reste au professionnel, hein, on en a 11 pour le minimum et 821 pour le maximum. Donc on a une très forte disparité de ces monnaies locales, ce qui a conduit nos amis de Lyon à identifier 5 types de monnaies locales, ce qu'ils appellent le cluster 1. Alors, je ne vous détaille pas la construction de l'indicateur, peu importe, hein, mais ça vous donne un ordre de grandeur. Donc, les monnaies locales à circulation confidentielle, hein, celles qui ont très peu de... Des monnaies locales de petite taille, et vous remarquez que les clusters 1 et 2, c'est plus de la moitié des monnaies locales, ont les tailles moyennes, bon, avec des comparaisons internationales. Alors, sur les petites tailles, on a parlé du Totnes Pound, parce que c'est l'exemple qu'il y a dans le film Demain. Et d'ailleurs, cette monnaie a fini par disparaître. Et puis, vous avez donc les grandes tailles, enfin les tailles importantes, et puis les très grandes tailles, donc c'est le SCHKO, qui est la première monnaie locale en Europe, comparable et supérieure au Kim Gower et à la livre de Bristol. Enfin, si au-delà de la disparité, on s'intéresse à avoir un indicateur synthétique, on va dire, du poids des monnaies locales, ben vous voyez que si on agrège des données estimées pour l'ensemble des monnaies, on est à peu près à 35 000 particuliers qui utilisent une monnaie locale en France, près de 10 000 prestataires professionnels qui l'acceptent et l'équivalent de 4,5 millions d'euros en circulation. Donc une petite dimension, mais une progression assez rapide, comme vous voyez les taux d'évolution. Dernier point, avant que j'évoque notre région, l'importance des soutiens des collectivités territoriales, et j'y reviendrai, un point important aujourd'hui, puisque de nombreuses monnaies locales ont noué des partenariats, ont des subventions, peuvent bénéficier de la mise à disposition de locaux et de matériel, voire associent les pouvoirs publics à la gouvernance de l'association. Et puis, bon, ce qui est évidemment le must, hein, c'est quand les mairies, les municipalités ou communautés de communes adhèrent et à ce moment-là acceptent qu'on paye des services publics locaux en monnaie locale et voir qu'elles dépensent en monnaie locale, même si c'est aujourd'hui encore assez compliqué. Bon, voilà le paysage d'ensemble pour positionner un petit peu la situation en Nouvelle-Aquitaine. Donc, en Nouvelle-Aquitaine, on avait en 2019 13 monnaies locales en circulation et une 14e en projet à La Rochelle. Vous voyez que l'accélération, il est à partir du milieu de la décennie, puisque pendant longtemps, l'abeille du Lot-et-Garonne a été toute seule. En 2013, la miel, le SCHKO et je ne sais plus quelle autre monnaie, peut-être l'Oupelou l'ont. Et vous pouvez remarquer que dans notre région, à part les Landes, la plupart des départements sont couverts, soit avec une seule monnaie locale, même si elle ne circule pas toujours sur l'ensemble du département, on va le voir, mais ça peut être 2 monnaies locales, comme dans le cas des Pyrénées-Atlantiques, où il y a le SCHKO au Pays Basque et la Tinda ou la Tinde au PA. Voilà un petit tableau, hein, qui présente ces différentes monnaies locales. Donc, vous voyez que on est quand même en termes de taille, si je vais simplement rapidement en bas, c'est-à-dire la comparaison de la médiane au niveau national et au niveau France entière, donc on est un petit peu inférieur à la France entière que en dehors de l'OSCO, hein, vous voyez ici, hein, qui est au-delà de toutes les autres monnaies locales sont encore en perspective de croissance. Donc ça, c'est une carte qui est établie avec les prestataires des différentes monnaies locales, et ça permet de voir les territoires qui sont couverts par la circulation de monnaies locales, au moins théoriquement. Donc avec une assez forte densité, une couverture assez large du département Pyrénées-Atlantiques, de la Gironde, et puis beaucoup plus disparate pour les autres départements.
Bon, comme je vois que je suis bavard, je vais peut-être squeezer la carte suivante. Simplement pour dire qu'on retrouve aussi une très forte disparité des monnaies locales en Nouvelle-Aquitaine. On n'a pas repris exactement la même grille de lecture, hein. On a des monnaies qui sont plutôt urbaines, avec pas mal de prestataires dans le domaine de loisirs-culture, bon, ce qu'on retrouve par exemple sur la miel à Bordeaux, le pois en Poitou-Charentes. On a des monnaies qui sont plus rurales, avec beaucoup de professionnels qui sont des agriculteurs et des producteurs qui vendent directement. C'est le cas de Latine en Béarn, de Loupélou en Limousin, de l'Abeille dans le Lot-et-Garonne. Des monnaies qui sont plutôt orientées vers des commerces locaux, qui souvent d'ailleurs, dans le cas de la Gâtinelle, ont été créés par des associations de commerçants, en l'occurrence de loueurs ici. Des micro-monnaies qui sont au bord de la disparition, la benaise et le trèfle, qui ont du mal à avoir une certaine taille, et puis le cas particulier de l'Eushko, qui est incomparable avec toutes les autres. Et je voudrais donc finir par ce cas de l'Eushko. Donc, mi-2020, c'était à peu près 4000 particuliers qui l'utilisaient, plus de 1000 professionnels, 24 communes qui étaient adhérents et la communauté d'agglomération du Pays Basque qui regroupe toutes les communes du Pays Basque. Plus d'1,5 million de SCO en circulation, dont les 2 tiers en numérique. Aujourd'hui, on est proche des 2 millions de SCO. Et puis, donc, comme je le précisais déjà, c'était la plus importante monnaie en Europe. Alors, quelques graphiques qui montrent l'évolution des adhérents professionnels de Shkal Moneta, avec une progression et une part importante des associations, puisque le Shkal Moneta soutient des associations de manière importante. Et puis, plus récemment, c'est le graphique du haut, l'entrée des collectivités locales. Bon, le graphique est en anglais parce que ça sort d'un papier. Et enfin, le graphique du bas, c'est la progression de la masse monétaire en circulation en Eushko. Et vous voyez que la progression a été régulière et s'est largement accélérée depuis 2017 avec le passage à un Eushko numérique sur lequel je vais vous donner quelques éléments supplémentaires. Bon, sans surprise, le quart du haut, c'est les professionnels. Bon, ils sont beaucoup à Bayonne et dans les zones urbaines. La carte du bas, c'est les particuliers, avec beaucoup de particuliers, mais en termes de pourcentage de la population qui utilise l'Eushko, en fait, c'est dans certaines communes rurales où vous avez à peu près 15% enfin, jusqu'à 15% de la population qui utilise l'Eushko, ce qui est un taux assez remarquable. Alors, l'Eushko, bon, souvent on dit les Basques, c'est spécifique, ça ne peut pas se reproduire, mais il y a une très forte identité basque. Alors, je prends un exemple à contrario, il y a une très forte identité corse, il n'y a pas de monnaie en Corse. Enfin, il y a une monnaie locale qui vient de surgir, mais il n'y a pas du tout le même impact. En fait, avec plusieurs, et on a échangé et discuté, on considère qu'il y a 3 facteurs qui expliquent ce succès. D'abord, le fait qu'il y a un tissu associatif et coopératif extrêmement dense au Pays Basque et qui s'est investi dans le lancement de la monnaie locale. Donc, il a pu s'appuyer sur ce tissu associatif. Il y a eu très vite une professionnalisation de Shkal Moneta, à la fois dans l'animation de bénévoles et dans le recrutement de salariés. Avant que le mois d'Eushko circule, il y avait 3 salariés à Shkal Moneta, même si c'était des emplois aidés. Aujourd'hui, ils ont 10 salariés plus 3 emplois aidés, enfin, service civique, pardon. Et enfin, ils ont très rapidement développé un paiement numérique. Ça a été une des premières monnaies à permettre le paiement numérique en introduisant une Eushko carte, qui avait une carte particulière, un terminal particulier qui était introduite en 2017. Et depuis l'été, ils ont une possibilité de paiement avec le smartphone. Donc, sur ce graphique, ils ont permis la possibilité d'organiser par paiement automatique un changement mensuel d'Eushko. Et vous voyez qu'aujourd'hui, tous les mois, il y a 100 000 € qui sont convertis en 100 000 Eushko, ce qui évidemment, explique en grande partie le succès de la monnaie. Pour conclure, quels sont aujourd'hui les défis auxquels sont confrontées les monnaies locales?
Bon, le premier défi, hein, c'est de passer au numérique. On a vu dans le cas de l'OJCO que c'était un outil important pour favoriser le développement de la monnaie locale. Ces monnaies locales, pour qu'elles aient un impact sur la transition, sur l'application citoyenne, il faut qu'elles se développent. Donc, il faut passer au numérique. Or, la plupart des monnaies, elles reposent sur des bénévoles. Donc, c'est un peu compliqué. Il y a plusieurs solutions qui sont offertes sur le marché. Plusieurs d'entre elles sont des solutions de logiciels libres, gratuites. Mais on est dans un processus où, par exemple, dans notre région, il y a au moins 4 solutions qui sont adoptées ou en cours d'adoption par les 13 monnaies locales, hein, ce qui, évidemment, ne favorisera pas l'interconnexion entre les monnaies locales. Le deuxième défi, c'est la professionnalisation. Si on veut que la monnaie se développe, il faut pouvoir avoir des salariés. Et avoir des salariés, ça suppose d'avoir un soutien des pouvoirs publics, puisque le chiffre d'affaires, le chiffre d'affaires ou le budget des monnaies locales est extrêmement réduit. Et cet accompagnement, il s'inscrit nécessairement dans la durée. Encore aujourd'hui, Shkal Moneta, qui a quand même 7 ans d'existence, repose à 25% sur des subventions publiques. Ils veulent aller sur une autonomie, des ressources propres, mais ça prend du temps. Et enfin, troisième défi, c'est de nouer des relations avec les collectivités locales qui peuvent se saisir des monnaies locales comme outils à la fois du développement territorial, du développement économique territorial et de la transition environnementale. Bon, il y a de nouvelles équipes municipales qui sont installées, notamment dans notre région, ce qui permet aujourd'hui de débloquer des échanges qui étaient relativement limités. Mais on a un cadre juridique extrêmement contraint, notamment dans l'utilisation de la monnaie locale par des collectivités locales. Aujourd'hui, comme toute institution publique, elles ne peuvent dépenser que de l'euro. Donc, il faut faire un montage où la municipalité verse des euros à l'association qui gère la monnaie locale, qui reverse de la monnaie locale aux bénéficiaires. Vous voyez que c'est un petit peu tordu. C'est on va dire, une espèce d'accord qui a été conclu à la suite d'un conflit juridique de la mairie de Bayonne avec l'État français. Et il y a un projet de loi visant à simplifier cette procédure qui est soumis au Sénat. On verra s'il arrive au terme. Donc voilà, je crois que j'ai parlé le temps qui m'était imparti et je suis à votre disposition pour répondre à vos questions. Alors, je ne sais plus où vous êtes et si vous pouvez reprendre la main. Là, j'ai perdu le zoom dans ces... Est-ce que vous avez des questions du coup? Merci beaucoup Yannick pour cette intervention tout d'abord. Pas de questions, c'est que tu as dû être très clair. Ah si. Une question, est-ce que vous considérez le WIR suisse comme une monnaie locale? Alors, on ne considère pas le WIR comme une monnaie locale. En fait, le WIR est bien une monnaie. Hein. C'est d'ailleurs, certains disent qu'en Suisse, il y a 2 monnaies, le franc suisse et le WIR. Il regroupe des milliers de petites entreprises, essentiellement. Il s'est constitué même carrément en institution financière. Il y a une banque et tout ce qu'on veut. Mais le WIR relève plutôt du crédit interentreprise. C'est une forme de monnaie qui circule dans ce qu'on dit du B2C, du B2B, pardon, hein, donc de business to business, plutôt interentreprise, alors que les monnaies locales en France sont plutôt ce qui relève sont centrées sur les particuliers hein, qui utilisent la monnaie locale, même si après les professionnels, évidemment, doivent rentrer dans le circuit. Juste complète en disant qu'il y a une autre monnaie qui circule, enfin qui est apparue en Europe comme le WIR, hein, qui est le Sardex en Sardaigne, qui est beaucoup plus récent puisque lui, il a émergé à la suite de la crise financière de 2007-2008. Je ne vous cache pas qu'il y a une réflexion. En France, il y a peu de ce type de crédit interentreprise qu'on appelle des barters.
Donc, il y a quelques acteurs. Bon, il y a d'ailleurs une coopérative, un Barter France, qui essaye de le développer. Mais il y a aussi une réflexion dans les monnaies locales aujourd'hui pour essayer de développer cet outil. Une deuxième question. Est-ce qu'au final, les monnaies locales atteignent leur objectif de départ? Le développement local territorial, la transition environnementale et le lien social. A-t-on des outils de mesure? Alors, c'est une vraie question, hein, puisque aujourd'hui, on en est plutôt dans le cadre de l'hypothèse, et tout au moins de l'objectif des associations qui portent des monnaies locales, hein, c'est bien leur objectif. Maintenant, l'impact réel, il n'a pas été évalué, et il sera difficile à évaluer pour la quasi-totalité des monnaies locales parce qu'elles sont de trop petite taille. Par contre, on est aujourd'hui en train de travailler avec Euskal Moneta, en considérant que l'Eusko a atteint une certaine taille. Il y a des indicateurs un petit peu partiels qui laissent à penser que ça a changé les pratiques de consommation des particuliers, que certains fournisseurs se sont tournés vers des fournisseurs locaux et remplacé des fournisseurs extérieurs au Pays Basque par des fournisseurs locaux. Mais ce sont des informations ponctuelles. Donc là, on a une démarche un petit peu rigoureuse, c'est-à-dire avec l'implication de chercheurs dans la démarche, et qui est menée en partenariat avec Euskal Moneta, ce qui prend évidemment un petit peu de temps, puisqu'il faut qu'on arrive à se mettre d'accord et à faire un véritable travail de fond associant les acteurs de la monnaie locale et des chercheurs. Je pense que d'ici la fin de l'année 2021, on sera capable d'apporter des éléments de réponse à cette question. Y a-t-il d'autres questions? L'ESCO est-il resté une monnaie B2C ou a-t-il évolué vers une monnaie B2B? Alors, c'est aujourd'hui une monnaie B2C, mais au sens où elle fonctionne comme les autres monnaies locales. Par contre, elle est beaucoup utilisée entre professionnels, puisque l'objectif, je vais prendre un contre-exemple. Voilà. Dans beaucoup de monnaies locales, des petites, qu'est-ce qui se passe? Les gens adhèrent par sympathie pour la démarche, ils achètent des unités de monnaie locale et puis ils vont au Biocoop, puisque les Biocoop de Nouvelle-Aquitaine acceptent toute la monnaie locale, et puis c'est le cas dans beaucoup. Ils payent en monnaie locale, et puis les Biocoop vont se retourner vers l'association et convertir leur. Donc l'objectif qui est de créer un circuit économique local, il n'est pas réussi. Parce que s'ils se retournent pour convertir, bon, c'est très bien, ça fait rentrer un peu d'argent dans l'association, mais la dynamique, on sait qu'elle ne se met pas en route. Donc, dans le cas de l'Eusko, ils ont réussi à mettre ça en route, notamment parce qu'ils ont permis des virements électroniques dès 2014. Et donc, entre professionnels, dès 2014, on pouvait payer, faire des virements électroniques, ce qui n'est pas le cas de la plupart des monnaies locales. Donc, c'est une monnaie qui arrive à circuler entre prestataires professionnels, qui est utilisé par certains prestataires professionnels pour rémunérer en partie leur personnel ou verser des indemnités d'élus en Eusko. Et donc, il permet un petit peu d'enclencher ce circuit, ce qui est l'objectif vers lequel tendent la plupart des monnaies locales. Je ne sais pas si j'ai répondu à la question d'Alain. Simplement, il y a une réflexion engagée pour compléter, puisqu'on parlait du VIR et de Barter, il y a une réflexion engagée aujourd'hui à Euskal Moneta sur l'éventualité de compléter la monnaie, au sens où on l'entend, par une forme de monnaie que sont ces crédits, ces Barter. D'autres questions? Il y a juste une ambiguïté. Hein. En fait, le terme monnaie locale est beaucoup plus générique que ce dont j'ai parlé. J'ai parlé des monnaies locales complémentaires. On peut considérer qu'un sel, c'est une unité de temps, une unité monétaire de temps, qui fait qu'on échange une heure de ceci contre une heure de ça. Les tickets restaurants, ce sont des formes de monnaie locale. Il y a des tas de multiples de monnaie locale au sens générique. Y a-t-il d'autres questions? Du coup, Mathieu, je te laisse la parole pour conclure. Et encore merci Yannick pour cette présentation. Merci à vous.
Merci effectivement Yannick pour la présentation et pour la participation avec un texte qu'on retrouvera dans la publication prochainement. Donc ce webinaire, c'est une première pour nous qu'on souhaite reproduire par la suite de façon régulière. Si vous souhaitez participer à la définition des sujets ou être tenu au courant, n'hésitez pas à vous manifester, à reprendre contact avec la CRES ou alors à laisser un message soit dans le chat là, soit dans le pack. Bref, c'est une démarche qu'on souhaite ouverte et pas uniquement l'entre nous des gens de la CRES. Tout le monde est bienvenu pour participer autant à la publication qu'au webinaire qui en découlera. Et donc, comme l'a dit Florian, on vous tiendra au courant déjà en envoyant le lien vers la vidéo du webinaire et on va essayer de travailler des réponses aux questions qui ont été soulevées, soit pour approfondir, soit pour répondre à des questions qu'on n'a pas pu aborder. Et voilà, on a tenu les délais. Je tiens à remercier Yannick pour sa présentation et sa participation. Je tiens à remercier également Pierre-Yves Boutin et l'équipe du mouvement associatif Nouvelle-Aquitaine pour la participation à la dynamique et pour la préparation du webinaire d'aujourd'hui, qui même si c'était assez peu joyeux, c'est des éléments à prendre en compte pour le futur, parce que le monde associatif est très important pour l'ESS et pour les territoires en général. Et merci Florian pour la technique, c'était parfait. Le relais des questions était bon. Voilà, il ne reste plus qu'à se quitter. N'hésitez pas à nous contacter par la suite. Et puis, on se tiendra au courant pour faire ça vers mai-juin. Merci à tous, bonne fin de journée.